Avant de continuer, on va configurer notre environnement de travail. On va commencer par le fichier houdini.env. Tout ce que je vais utiliser, je vais vous mettre les liens dans la description au niveau de la documentation et des ressources. Dans Houdini, on a des variables et lorsque Houdini va se charger, il va aller lire son fichier houdini.env. Et dans ce fichier houdini.env, on va pouvoir amener certaines modifications. Notamment, on va pouvoir pointer vers des plugins, par exemple ici Redshift. Bon, c'est l'ancienne version, c'est la 19.5, là c'est sur Houdini 20. Si l'on est sur Windows, le chemin de ce fichier est juste dans mes documents Houdini. Avec la version d'Houdini, vous avez directement le houdini.env. Sur macOS, c'est un peu plus compliqué. Le fichier .env va être dans Bibliothèque, Preferences, Houdini, la version d'Houdini, donc nous c'est la 20, et houdini.env, je l'ai ouvert ici. Au niveau de la documentation, donc librairie sur Mac, Preferences, Houdini, donc on voit bien ici Houdini, donc c'est ce dossier qui est ici, et la version 20 XY. Ici pour Windows, dans Windows, il y a directement Houdini suivi de la version. Dans ce fichier .env, on va pouvoir lui dire, par exemple, de pointer vers un dossier dans lequel il va y avoir nos scripts Python. Nous, le but, c'est à la fin de cette vidéo d'avoir créé justement des modules sur notre disque dur. Pas que des nodes, pas codés directement dans des nodes, mais utiliser un logiciel tiers, un IDE, comme on va utiliser Visual Studio Code, qu'on téléchargera, installera et configurera ensemble. Et ça nous permettra aussi d'avoir la bibliothèque d'Houdini quand on fait le fameux import espace ou, où après on fait ou.node, mais on aura l'IntelliSense qui sortira. Ça, on le configurera ensemble. Si jamais il y a des soucis, je ferai quand même une version à côté où on va coder que dans les nodes. Le fait d'utiliser un IDE et de créer des modules Python sur le disque dur va permettre de beaucoup mieux structurer notre code. Sur des projets un peu plus importants, ça va vraiment avoir de l'impact et ce sera quasiment impossible de faire que du développement dans des nodes. C'est possible, mais au final, ça va être hardcore. Tout dépend de ce qu'on va devoir faire, si c'est un outil qui va être vraiment distribué pour beaucoup de monde, où il y a beaucoup de personnes qui vont intervenir, ou si c'est juste du one-shot. Pour ça, il n'y a pas de souci, c'est du one-shot, on prend, on fait dans notre Python, et puis on envoie la sauce, c'est terminé. Là, je vais vous montrer un workflow qui va être plus pertinent pour des plus gros projets, où il va y avoir plus de personnes qui peuvent intervenir sur le code. Pour l'instant, pas besoin de faire ce que je fais, on reprendra tout du début comme d'habitude, je vous dirai, on peut commencer à faire ce que je fais. Ensuite, un autre mot sur ce fichier .env. Donc dans ce fichier .env, quand on va créer nos variables ici, ce qui est intéressant, on va pouvoir créer par exemple une variable temp, en majuscule, égale avec un chemin, et ce chemin, en fait, dans Houdini, quand on va marquer $temp dans Houdini, on va pointer vers le chemin qu'on aura indiqué. C'est comme le $heap, où le $heap va pointer vers le dossier d'Houdini, où est notre projet, et ici, à la place de marquer un chemin d'accès, on aura marqué juste $temp. Pour ma part, ce dossier temp, je m'en sers surtout pour pointer vers les disques durs les plus rapides, de façon à ce que lorsque je crée des simulations, les fichiers temporaires des simulations soient écrits sur ce disque dur, pour gagner du temps. Et lorsque je crée des file cache, je fais directement $temp, qui va pointer vers le bon dossier et le disque dur le plus rapide. Ça me fait gagner pas mal de temps et surtout ça évite des erreurs à chaque fois de remettre le nom, le chemin complet. Note importante, quand on utilise ce fichier .env va écraser toutes les autres variables d'environnement qu'on peut avoir dans Houdini. C'est indiqué ici. Alors dans Houdini, on peut installer aussi des packages en utilisant des fichiers JSON, comme par exemple le SideFXLabs. Si ici, je crée une variable SideFXLabs, que je lui donne un chemin, peu importe le chemin, c'est juste pour l'exemple, j'ai déjà dans le fichier JSON le nom SideFXLab, ce qui veut dire que ce chemin qu'il y a ici, il va être écrasé par ma variable ici. Donc en fait, ça pointe vers rien. Donc il faut faire très attention à ça. Du moment où on modifie le fichier .env, il va override, il va écraser toutes les autres variables d'environnement. C'est un point à prendre en compte. Nous, on n'utilisera pas ça. Nous, ce qu'on va faire, ce que je trouve même mieux adapté, on va créer un script qui va charger automatiquement nos modules Python au niveau de notre projet. On va définir un dossier script dans notre projet et notre module Python va aller lire ce script directement. Donc on fera ce script ensemble. Maintenant, du côté d'Houdini, je vais vous présenter le setup qu'on va mettre en place. Sur la gauche, on a notre map Baker, donc le maps export. Ça va être un peu notre pierre angulaire, c'est sur ce node-là qu'on va se baser pour créer nos shaders automatiquement Python. Et côté Python, alors on a le LOD0, pour l'instant le LOD on l'a pas, c'est ce que je vais vous montrer. On a ces contrôles au niveau de l'interface, et sur le LOD1, on va ajouter quelques contrôles supplémentaires qui vont nous permettre de configurer automatiquement nos scripts Python et de créer directement nos shaders. Alors ce qu'on va avoir en plus, cette classe LabsMapsBaker va avoir pour but uniquement de venir chercher toutes les informations, toutes les données. Elle ne va pas les traiter, elle va simplement les récupérer au niveau de notre node Maps Export. On va récupérer l'output directory et on va récupérer toutes les maps. On va mettre en place un système qui va aller lire toutes les entrées au niveau des maps, toutes les maps qui va être possible d'avoir. On va tester si la case à cocher est cochée ou non.
Et si elle est cochée, on va récupérer le nom de la map qu'on va créer. Pour ensuite, dans une autre classe, on va pouvoir venir cette fois-ci mettre en forme les données. C'est-à-dire qu'on a une première classe, LabsMapBaker, qui va venir récupérer les données. Une deuxième classe qui va venir mettre en forme, comme par exemple Output Directory. Elle va remplacer le Donor Channel par le nom de la map. Et enfin, éventuellement une troisième classe, on verra comment on va avancer. Une troisième classe qui sera chargée, quant à elle, de créer les shaders directement en Python. Donc pas besoin de faire ce que je fais, je vous montre rapidement le setup. Je ne sais plus si je l'avais dit. Ici, un petit aperçu de ce qu'on va mettre en place. On va tout, comme d'habitude, recoder de A à Z. Dans la classe LabsMapBaker, on va avoir ici un dictionnaire. Et dans ce dictionnaire, je vais prendre par exemple le B normal. En clé, le B normal va correspondre ici à la case à cocher, au nom du paramètre case à cocher B normal. Et le S normal qui va être le paramètre qu'il y a en face, le nom du paramètre, le string, donc S normal, qui va être le nom de la texture, le nom de la map qu'on va exporter. Dans notre système, on aurait pu se dire, essayer de trouver une logique où il y a un B pour le booléen à case à cocher et en face, avec le même nom S opacity, on change juste le S, mais ça ne marche pas pour le dernier. Si on prend useMaterialID, si on regarde ici le useMaterialID, il n'y a pas marqué B useMaterial, c'est juste useMaterialID, et ici, MaterialID, il n'y a pas le S. Donc juste pour ce cas-là, ça ne fonctionne pas. Alors nous, dans le projet, on n'aura pas toutes les maps, mais je voulais vous montrer la façon de mettre en place un système et les limites qu'il peut avoir si jamais on fait une boucle générique, mais là, ça ne marchera pas pour le dernier item. Donc la seule contrainte qu'on va avoir, c'est d'écrire simplement ce dictionnaire. Et une fois qu'on a ce dictionnaire, on va pouvoir faire une boucle, et dans cette boucle, on va définir si la case à cocher est sur on ou pas. On le fera un peu plus bas, on le fera à ce niveau-là, notre boucle est ici. Et l'élément qu'il faut bien prendre en compte, c'est que ici, on va avoir bdifuse qui va être le nom de la case à cocher, mais on ne va pas avoir la valeur. Ici, on ne va pas avoir la valeur de bdifuse si elle est cochée ou non. La valeur, on la testera plus tard. C'est pas comme dans le script précédent où on avait le nom de l'attribut PDG et la valeur qu'on allait lui donner, qui est ici. Là, on va voir simplement les noms des attributs, c'est-à-dire bdifuse et sdifuse. Et nous, dans notre boucle, on sait que ce nom bcurvature va être le nom du paramètre de la curvature ici de la case à cocher. Si elle est off, on ne va pas la traiter. C'est ce qu'on fait ici. Mais si elle est sur on, on va récupérer le nom du paramètre qui commence par un S, c'est-à-dire la valeur qui est associée à cette clé, scurvature. Et on fera un eval dessus. Un eval pour récupérer le nom de la map, AO, color, sinon on a l'objet directement. On verra aussi quelques petites erreurs qui m'étaient sorties au niveau des chemins, on les corrigera ensemble. Malgré qu'elles n'apparaissent pas ici dans le chemin, il va ajouter un slash, donc je ne sais pas pourquoi. On le corrigera, on fera une petite méthode pour le corriger. Et enfin, on va créer nos shaders en Python. Et nos shaders, alors j'avais proposé au tout début de les créer dans Math, mais j'avais complètement oublié, en fait, dans Math, on va devoir effacer tous les shaders qu'il y a à l'intérieur et ensuite les recréer. Et on ne peut pas créer de network. Si je fais tabulation network, je n'ai pas de matter network ici, je ne peux pas les créer. Donc on va effacer tous les autres shaders. Ici, on va voir que les astéroïdes, ça pourrait fonctionner, mais sur d'autres projets, ça ne marchera pas. S'il y a d'autres matériaux. Donc on va créer dans Shop, on va plutôt le créer dans Shop, et dans Shop, on peut créer un Matter Network. Et dans ce Matter Network, c'est ici qu'on va créer notre shader en Python directement, et dans lequel on va lier directement nos textures avec la bonne texture, color, map, ainsi de suite. Ça, ce sera dédié normalement pour une troisième classe. Donc voilà les trois grandes étapes. Je vais revenir sur le MapBaker. L'avantage de ce système est que si jamais on a des maps à sortir en plus, comme par exemple la roughness, on n'aura qu'à la cocher, ou si une map va changer de nom pour une convention de nommage spécifique, notre programme, en fait, ici, va le prendre en compte et va ajouter la roughness qu'on vient d'ajouter ici en plus dans les shaders à exporter automatiquement. On retournera une liste de noms. Dans cette liste de noms, on va y retrouver le nom des maps. Ce qui permet d'avoir un système flexible et sans avoir à coder à nouveau si jamais on a une nouvelle map, notre boucle va tout faire pour nous. En parallèle, j'ai aussi ajouté quelques contrôles supplémentaires pour nous aider. Alors nous, on a le LOD0, on n'a pas encore le LOD1, c'est ce qu'on va développer ensemble. Donc dans le LOD0, il y a ces contrôles qu'on a ici. Et dans le LOD1, on va avoir en plus des contrôles au niveau des shaders. Dans le MapsBaker, on va link directement le MapsBaker, le Maps Export, dont on va se servir. Matter Network, on va sélectionner du coup le Matter Network que j'ai montré tout à l'heure dans le /shop. Et le nom du shader qu'on veut créer ici, c'est le principal shader 2.0. En appuyant sur le i, on va avoir Principal Shader 2.0. C'est le nom du shader qui est ici, ce qui nous permettra d'avoir une flexibilité. Si jamais on veut changer de shader, on n'aura qu'à changer le shader type et vérifier si le nouveau shader qu'on crée, si les attributs, le nom de l'attribut correspond bien à la base color underscore texture pour la color et ainsi de suite. On pourrait aller encore plus loin au niveau de la flexibilité, mais comme ça doit rester quand même dans le cadre de la prise en main d'Houdini,
On va pas pousser plus, c'est déjà très bien ces concepts-là et ces aspects. D'autant plus qu'après, on parlera un petit peu design pattern une fois qu'on aura fait le code. Pour l'instant, on se prend pas la tête avec toute la technique. On va coder, on voit que ça fonctionne, et puis on avance. Hâte d'attaquer la cinématique. Voilà pour la théorie. Maintenant, on va passer à la pratique. On va commencer par installer Visual Studio Code. Alors, attention les yeux pour l'écran blanc. Sur ce site, vous avez Visual Studio Code, code.visualstudio.com/download. Je mettrai les liens dans la description. Et une fois que vous allez l'installer, on va pouvoir le configurer. Et ça, c'est tout de suite. Une fois que vous avez ouvert Visual Studio Code, la première chose à faire, c'est d'installer des plugins. Alors, on va en avoir 3 installés. On va avoir Pylance, Python et Vex. Alors, en cliquant sur l'icône ici. Donc, si on tape Vex, ici on est directement dans la barre de recherche du Marketplace. On va avoir le premier, Mel Massadjan. Et si on tape Pylance, on va avoir Pylance au tout début et le Python, certifié par Microsoft. Ce sont les 3 plugins qu'on va utiliser. Ça, on peut fermer les plugins. Donc, ici, on est dans notre projet Houdini. J'ai créé un dossier script. Vous pouvez créer ce dossier script aussi. Dans votre projet Houdini, créez un dossier script avec un S, tout en minuscule, et un dossier Python, tout en minuscule. Et après le dossier Python, vous pouvez créer un nouveau dossier qu'on va nommer astéroïde. Alors, pour l'instant, ça et ça, je peux le supprimer. Voilà, donc on va être dans cette configuration. Ça, vous pouvez le créer maintenant, comme ça, ce ne sera pas à refaire après. Et dans Visual Studio Code, dans Explorer, on peut faire Open Folder. Donc je vais pointer dans mon dossier Houdini. Voilà, je suis dans Script, Python, et je ne vais pas dans Astéroïde, et je reste au niveau de Python. Donc là, j'ai mon dossier Astéroïde, donc là, je suis à ce niveau-là. On peut faire plus au niveau des fichiers. On va créer un fichier dans le dossier Astéroïde, on va le nommer __init__.py. __.py. On peut laisser vide. Pour l'instant, c'est juste pour initialiser, pour dire à Houdini, quand on va faire import module, que ceci est un module, il peut l'importer. On va créer notre fichier Python. Je vais le nommer par exemple labs_map_baker.py. Et dans ce dossier, je vais faire import où pour accéder à la bibliothèque d'Houdini. Alors là, par défaut, il le reconnaît ou il ne devrait pas le reconnaître. Alors on va faire en sorte qu'il le reconnaisse de votre côté. On va commencer par la version de Mac. Alors, dans la version Mac, il va falloir charger l'interpréteur de Python 3.10. Alors en bas, on voit ici on est sur du Python 3.10, mais c'est l'interpréteur Python standard. Nous, il nous faut le Python pour accéder justement à la librairie ou bibliothèque d'Houdini. Donc sur macOS, il faut aller dans App, Houdini, Framework, Houdini.framework, version. Donc moi, c'est la version 20, ressources, bin, et on a enfin le fichier Python. Sur Windows, ce sera beaucoup plus simple. Alors pour le changer dans Visual Studio Code, on n'a qu'à cliquer sur le 3.10 ici, et on va avoir directement Enter Interpreter Pass. Et là, au niveau de l'interpréteur Pass, on va le pointer sur le Python 3.10. Et sur Windows, c'est beaucoup plus simple. Sur Windows, c'est simplement dans Programme, SideFX Software, la version d'Houdini, donc Houdini avec sa version, dans le dossier bin, et vous avez dans le dossier bin un fichier Python, ou Python 3.10. Alors moi j'ai pris le Python 3.10. Et une fois que vous validez ça, lorsque vous allez faire import.ou, il ne va plus marquer d'erreur, et surtout quand on va faire par exemple ou.control barre d'espace, on va avoir, du coup il est déjà sorti, on va avoir en fait accès à l'IntelliSense. Alors je vais marquer Node. Voilà, on a le Node ici avec toute l'aide qu'on aurait sous Houdini. Alors sous Houdini, généralement, ça marche une fois sur deux, en tout cas de mon côté, l'IntelliSense. Mais là, voilà, on aura à chaque fois l'IntelliSense. Et ça va grandement nous aider dans le développement. Alors, on va faire quelques modifications. Alors, pas besoin de marquer ce que je fais là. Dans tous les cas, on recréera nos classes et les modules. Pour l'instant, on laisse comme ça. Je vous montre juste ce qu'il y a de bien si on crée une classe. Étant donné qu'on passe par un IDE, je vais la nommer test. Et je vais taper notre constructeur. def__init. Ah, et là, il me propose déjà le constructeur. Et ici, il va ajouter ce qu'on n'a jamais marqué pour l'instant, none, le signe moins supérieur à et none. Il va ajouter à partir de la 3.5, de Python 3.5, on a une convention nommage où on peut mettre le type de retour de notre méthode. Donc ici, il est censé rien retourner parce que c'est le constructeur. Si on met une deuxième méthode, par exemple, qu'on va nommer test_str, et elle va nous renvoyer un string, donc on pourra marquer supérieur à str, on sait qu'elle va nous renvoyer un string. Et ici, on fait return. Voilà, on renvoie un string.
Pour l'instant, on n'a pas codé de cette façon, mais maintenant qu'on va être sur un IDE, on va être un peu plus pointueux sur la façon dont on va coder et les décorations qu'on va utiliser, mais j'expliquerai tout ça très simplement, vraiment ligne par ligne, comme je fais d'habitude. Dernière étape, et après c'est fini, on peut commencer. C'est un peu la mettre en place, mais après on va s'éclater, je vous le promets. Je vais afficher un des scripts Python, le LOD1 que vous n'avez pas encore. Quand on fait clic droit, moi je vais avoir une option dans Expression, je vais avoir cette option Edit in External Editor. Alors c'est un plugin qu'on peut ajouter, hop, ça va être celui-là. On a Houdini Expression Editor. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Donc vous le téléchargez et vous l'installez. Il y a l'installation qui se fait ici, les instructions. Si vous avez des soucis pour l'installer, n'hésitez pas, dans les commentaires, je ferai une vidéo rapide. Pour l'instant, on ne va pas en avoir beaucoup besoin parce qu'on va développer essentiellement sur Visual Studio Code dans l'IDE directement. Et le fait d'installer ce plugin, ça va nous permettre de faire ici un clic droit, Expression, Edit in External Editor. Et si c'est la première fois, il va vous demander dans quel éditeur voulez-vous éditer ce code Python. Donc moi j'ai choisi Visual Studio Code. Et en fait, le code que j'ai ici, c'est le code que j'ai dans le node ici. Et lorsque je modifie, je vais ajouter par exemple des espaces, je fais une modification, CTRL S pour sauvegarder, il m'a ajouté les lignes de code dans mon script Python sur Houdini directement. Donc c'est très très pratique, et en plus, on devra avoir normalement l'IntelliSense qui fonctionne aussi. Sur Houdini, de temps en temps, j'ai l'IntelliSense qui ne fonctionne pas. Bah, comme ici. Ou point, pourtant j'ai import.ou, et à ce niveau-là, quand je fais import.ou, pourtant je suis bien dans une définition, je suis pas n'importe où. C'est pas fait exprès le jeu de mots, je suis pas n'importe où. Le point où, du coup, je n'ai pas l'intelligence qui sort, même si je fais CTRL espace. Mais dans l'IDE, j'ai l'intelligence qui sort. En faisant CTRL espace. Et on voit, il m'a créé ce fichier temporaire qui nous l'ouvre dans l'IDE. Donc je peux le fermer, je ne vais pas le sauvegarder. Donc maintenant, on va passer à la pratique. On va coder entièrement notre LOD1 et tout ce qu'il y a à l'intérieur. On va reprendre de zéro, enfin, pas de zéro, on va reprendre de notre export map, on s'en était arrêté là. Et on allait justement créer nos shaders en Python. Mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo.